Donc, merci à tous d'être là dans la formation Consulab aujourd'hui. On va débuter. Le titre d'aujourd'hui, l'injection d'hier à demain. Donc, la quête de la perfection. Un grand mot, perfection. Puis qu'est-ce que cette perfection? Ben, c'est la 14,7 à 1, hein, le rapport air-essence qu'on recherche à avoir dans un moteur à essence pour une combustion parfaite. Okay? C'est une réaction chimique, une combustion. Okay? Donc, on parle d'un mélange stéchiométrique. En gros mot pour dire, en fait, c'est la proportion d'une recette pour une réaction chimique. Dans ce cas-là, j'ai 14,7 parties d'air pour une partie d'essence. Donc, bien sûr, la majorité d'entre vous, c'est déjà ça. Tu sais, je vais survoler des choses qui sont déjà connues, OK? Pour après ça, aller dans le vif du sujet aujourd'hui, qui est surtout l'injection directe. Un petit rappel historique hein, de la quête depuis l'invention de l'automobile et du moteur explosion, ouais, combustion interne, devrais-je dire. OK, on a le carburateur, l'injection mécanique, on va passer par l'injection à throttle body, injection multipoint et séquentielle, et ensuite l'injection directe. On va commencer par un très connu, hein, le carburateur. Le carburateur, en fait, il était inventé il y a quand même plus d'un siècle, OK, par un certain Carl Benz en 1800. Monsieur Benz, vous connaissez même le nom de sa femme, Mercedes-Benz, donc c'est pas d'hier, c'est que c'est même l'inventeur de l'automobile pour certains. Okay? La première vraie automobile, c'est lui qui l'a inventé. Le carburateur a été amélioré pendant plus d'un siècle. Okay? Vraiment, là, du départ jusqu'aux années 80. Okay? Une année, il a dû être abandonné à cause de ses défauts principalement. Il a quand même été avantageux durant tout ce temps-là parce qu'il était simple de construction, okay, peu coûteux, performant pour la puissance moteur. Là. On se souvient tous des muscle cars qui étaient à carburateur. C'est quand même efficace, mais efficace au niveau des performances, mais très peu efficient hein, au niveau de ses défauts. C'est-à-dire que ça laissait passer énormément d'hydrocarbures non brûlés à l'exhaust. OK, ça, c'est un des principaux. Beaucoup de réglages, c'est beaucoup de manipulation de réglages, de nettoyage qui doit être fait et d'entretien. Donc, c'est une des choses qui l'a amené à son déclin. Ici, je vais vous montrer quelques bels exemples de carburateurs. Ici, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi. Okay? On a ici un magnifique moteur de Ferrari du début des années 60, un V12. Puis on remarque qu'il y a une entrée d'air. Okay? Il y a une entrée d'air, donc un baril par cylindre dans ces modèles-là. J'ai 6 carburateurs, 2 barils. Donc, je ne voudrais pas être celui-là qui allait ajuster le idle ou le mélange sur ce type de carburateur-là. Là. C'est de pointe pour l'époque surtout. Là. Je vous amène dans une vue en coupe rapide du carburateur. Je ne veux pas passer énormément de temps là-dessus, mais je pense que c'est juste important de se refaire une idée. Le carburateur, ben, c'est contrairement à tous les autres systèmes d'injection, marchait par dépression. Okay? Il ne marchait pas par pression d'essence. Tout simplement par le venturi qu'on voit ici. Venturi, c'est quoi? C'est une restriction dans un tuyau où l'air passe. Donc, en passant ici, on crée une dépression parce que l'air accélère pour passer dans la restriction. Donc, crée une dépression et aspire l'essence par un jet qui est calibré en fonction des besoins. Donc, ça fonctionne très bien. Ça veut bien fonctionner, bien sûr. OK, c'était quand même, dans certains cas, très capricieux. Mais ça a fait 100 ans. T'sais, on a été capable d'utiliser ça pendant toutes ces années-là. On a ici deux beaux exemples encore de carburateurs. On se souviendra toujours du magnifique 4 barils, Holley 4 barils, entre autres, okay, qui est un classique dans le muscle car. Et on a à côté probablement un des derniers carburateurs utilisés dans l'automobile. Ici, démontré un Corolla 88, même je pense utilisé jusqu'à 91 chez Toyota. Okay, un carburateur simple, mais efficace. Puis il y avait de l'électrique à l'intérieur. Un choke électrique, il y avait des pointeaux. Donc, il avait apporté des améliorations à ce niveau-là vers la fin, là, contrôlées pas par un ordinateur, mais par le système électrique du véhicule. Et un autre beau modèle à vous montrer, un magnifique 3 carburateurs qui vient d'un Pontiac GTO 65, un tri-power appelé. Donc, ça, c'est
quelque chose qu'on voyait à l'époque. Donc, c'est vraiment l'âge d'or du carburateur, c'est les années 60. Okay? Jusqu'au début des années 70, c'est à cette période-là où ça a été le plus performant, si on veut, au niveau des performances moteurs. Bien sûr, après les années 60, on a eu les années 70. Hein. En 73, pour les plus vieux d'entre vous qui l'ont vécu, se souviendront qu'il y a eu la crise du pétrole, il y a eu l'arrivée des normes anti-pollution. OK? Puis ça a causé vraiment des changements dans l'automobile. Avant ça, les principales causes de changements technologiques dans l'automobile, c'est des questions économique, ou des questions de performance. C'est ce qui menait bien souvent à améliorer les moteurs, à améliorer l'injection, à améliorer les véhicules en général. Mais en 1973, avec les arrivées des normes anti-pollution, l'arrivée du fameux catalyseur, ça a vraiment précipité la mort du carburateur parce que le carburateur laissait passer tellement d'hydrocarbures dans l'exhaust, donc il fallait absorber ça avec un catalyseur, ce qui causait une restriction forte à l'exhaust. Suite à ça, il est arrivé différents systèmes d'injection. On se souviendra tous des injections électroniques, quoi que ce soit, mais avant tout, il y a eu l'injection mécanique. L'injection mécanique, c'est pas d'hier non plus. OK? Depuis 1893, il y a un certain monsieur Rudolf Diesel, OK? Donc un autre nom que vous connaissez, qui a inventé ça. OK? Donc, principalement, il est utilisé dans les moteurs du même nom, mais aussi dans les moteurs à essence. Très peu utilisé jusqu'à 1930. D'ailleurs, il y a eu l'avion des Fairwright, le premier avion existant, qui a utilisé ce système-là. Puis, dans les années juste avant la Deuxième Guerre mondiale, ben, il y a l'armée allemande, okay, la Luftwaffe pour l'armée de l'aviation allemande, qui ont développé le chasseur Messerschmitt Me-109. C'est un bon exemple d'utilisation d'éjection mécanique. Puis pourquoi que c'est un bon exemple de la portée d'injection mécanique? C'est parce que durant la guerre, durant la bataille d'Angleterre, il y a eu des combats aériens, puis il y a l'arrivée excusez-moi, de l'avion britannique, le Spitfire, okay, qui était plus performant que cet avion-là. Par contre, il y a un point où le Messerschmitt avait un avantage. C'est grâce à son injection mécanique. C'est lors des piquets pour s'enfuir justement des combats aériens. Il était capable de piquer vers le sol et le Spitfire n'était pas capable de le suivre. Pourquoi? Parce que ses carburateurs débordaient. Okay? À cause des G négatifs, ça faisait déborder. Donc, c'était un bon avantage une anecdote là, de guerre qui a donné l'avantage dans certains points grâce à l'injection. Suite à la guerre, bien, évidemment, là, il y a eu un bond technologique, OK? Les constructeurs automobiles se sont intéressés à l'injection mécanique, surtout, vraiment principalement les constructeurs européens, OK? Qui sont intéressés à ça. Pourquoi? Parce que ça a des avantages. Il y a un gain en puissance jusqu'à 15% au niveau d'un moteur identique à carburateur, une amélioration de consommation d'essence, excusez. Par contre, ce qui était problématique, c'était le coût de construction. Okay? On avait de fabrication, c'était très élevé, le double d'un carburateur. Donc, c'était tout le temps des véhicules qui étaient des véhicules de luxe, puis qui n'étaient pas pour tout le monde. Donc, ça a limité la diffusion à grande échelle de cette technologie-là. Pourtant, c'est une technologie qui datait de très longtemps, mais ça a toujours été en parallèle au carburateur. Principe, en gros, d'une injection mécanique, ben, c'est quoi? C'est une pompe distributrice hein, qui est le cœur du système. Il y a une pompe primaire, qui est la pompe comme celle sur un carburateur, qui amène l'essence à la deuxième pompe, la pompe distributrice. Puis cette pompe-là, elle augmente jusqu'à 10 fois okay, la pression d'essence pour l'injecter. Okay? Puis elle injecte à chacun des cylindres. Il y a un injecteur par cylindre, comme l'injection moderne aujourd'hui. OK? C'est calibré en fonction avec la distribution du moteur. Donc, elle tourne au même régime que l'arbre à cam. Donc, elle est toujours synchronisée avec ça pour pouvoir injecter dans les bons temps. OK? Ce qui est un peu spécial par rapport à l'injection mécanique d'un diesel. Dans l'essence, il y avait un plateau sonde. OK? Vu qu'il y a un trotteur sur un véhicule à essence, il y a un papillon des gaz. Le flot d'air a une action directement
d'essence à administrer à la pompe d'injection. Donc, le plateau sonde servait justement à calibrer un peu l'ancêtre du Mass Airflow aujourd'hui, OK, à indiquer la bonne quantité d'essence à mettre en temps réel à l'injecteur. À côté, on voit bien, je vais essayer de vous l'agrandir. On a une vue en coupe d'un injecteur de l'époque. C'était assez simple. Hein? C'est un tuyau avec une petite pop-up valve au bout. OK? Autrement dit, quand la pression vient assez élevée et calibrée, le ressort ouvre puis laisse passer une certaine quantité d'essence synchronisée à l'injection. Mais aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'il y a eu l'arrivée de l'informatique. OK? L'informatique a vraiment changé nos vies dans le quotidien, que ce soit du téléphone cellulaire à nos ordinateurs, tout ça, mais puis aux jeux vidéo, tout ça. Mais il a été aussi appliqué à l'automobile, puis assez tôt. OK? Ça fait pas, c'est pas d'hier. Les constructeurs, depuis 1967, se sont intéressés à l'injection, OK, à un calculateur, autrement dit, un ordinateur à quel ils pouvaient faire varier la durée d'injection, ce qu'on ne peut pas faire avec une injection mécanique ou un carburateur. Donc, en fonction de la demande, ils pouvaient utiliser l'ordinateur, tout ça. Et ça a pris vraiment là, le dessus dans les années 80, hein, l'injection électronique. Tous les véhicules, un après l'autre, devenaient tranquillement tous à injection électronique. Euh, euh, et par évolution, ben, il y a eu différents types d'injections électroniques. On se souviendra du magnifique TBI, hein, Throttle Body Injection, le monopoint, qui est en somme toute un carburateur avec un injecteur. Il y a le multipoint, c'est très commun, hein, le multipoint, un injecteur par cylindre, ce qu'on voit depuis au moins 30 ans. Ça, il y a eu l'arrivée du multipoint séquentiel. OK? C'est quoi ça, le séquentiel? Ben, c'est qu'au lieu d'injecter par paire d'injecteurs en fonction là, de la position du piston top dead center là, qui est en haut, ben, là, il injectait vraiment à la demande du cylindre qui était en ouverture d'admission seulement. Et c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui, hein, l'injection directe. C'est ce qu'on vit depuis à peu près une quinzaine d'années sur les moteurs à essence. Je vous présente rapidement. Oh. Je vais vous présenter rapidement le magnifique throttle body qu'on parlait. Hein. L'injecteur, il est exactement à la même place que sur un carburateur, c'est-à-dire en amont est en amont du throttle. OK? Donc, on a une injection qui est assez longue, c'est-à-dire qu'avec la longueur de l'intake manifold, OK, ça fait qu'on pouvait avoir aussi des délais au niveau de performance on appuyait sur le gaz et le temps que le gaz se rentre, ça crée certains à-coups des fois là, à l'accélération. On a eu comme le multipoint, donc un injecteur par cylindre. Ici, on a une intake provenant de Civic, probablement SI ou Honda du début des années 90. Puis l'injection directe, hein, avec l'injecteur directement dans la chambre de combustion. Okay? Le principe de base, c'est quoi hein, de l'injection directe? Hein, c'est un peu comme dans notre corps humain. Hein. On a besoin de 5 sens dans notre corps pour analyser tout ce qui se passe. Notre cerveau analyse la situation, puis nos muscles réagissent à ces choses-là. Ben, c'est un peu la même chose hein, dans l'injection ou dans l'informatique. C'est de récolter des informations, les analyser, puis d'utiliser des actuateurs sur un véhicule. C'est comme ça qu'on utilise ça. C'est des actuateurs qui agissent sur les commandes que l'ordinateur lui dise. OK? Il y a des inputs. Les inputs au niveau de l'automobile, des bons exemples, hein, puis je pense que je ne vous apprends rien aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment faire le tour. Le Throttle Position Sensor, le TPS, hein, qui indique la position le Mass Airflow, on en parlait tantôt. Excusez, la position du throttle, que je voulais dire. Le MAP sensor, le Barometric Pressure Sensor, hein, qui indique la pression atmosphérique dans l'intake pour savoir la bonne quantité aussi d'essence injectée. Puis on a les outputs. Puis le meilleur exemple qu'on parle aujourd'hui, c'est l'injecteur. Okay? Un injecteur, c'est quoi? C'est un solénoïde, okay? Un électroaimant qui fait triguer une aiguille.
On a d'autres exemples, là, la valve EGR électronique, qui est un autre solénoïde. On a aussi le throttle aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années encore, on a des throttles électriques sur les véhicules hein, qui comportent, oui, un TPS intégré pour le diagnostic, mais aussi un moteur électrique okay, qui sert à ouvrir en fonction de ce que la demande de l'ordinateur. Puis comment ils gèrent ces informations-là au niveau de l'ordinateur? C'est tout simplement des mémoires. Okay? Une mémoire, c'est une programmation déjà faite, une recette. Okay? C'est une recette de cuisine. Puis en temps réel, ben, l'ordinateur utilise sa recette selon les données actuelles. Donc, pour telle vitesse d'RPM, à telle ouverture de papillon des gaz, en telle situation, je sors ma recette et je l'applique. Ma recette, c'est les temps d'injection. Okay? Qu'est-ce que je dois injecter en un temps réel? Mais ça, il y en a des milliers et ça fait des milliers de fois par minute sur un véhicule. Puis on va appeler ça, cette recette-là, ces recettes, le multitude de recettes, une cartographie d'injection. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. On va aller chipper mon moteur pour qu'il soit plus performant. C'est quoi qu'on fait quand on chip? On remplace la cartographie. On change les recettes à l'intérieur pour qu'ils soient plus performants. Surtout, hein, on ne fait pas ça pour les économies, c'est surtout pour qu'ils soient plus performants. On va appeler ça mapping aussi en anglais. Il y a eu 30 ans d'amélioration. Okay? Depuis 30 ans, l'informatique s'est énormément améliorée. Okay? Ça a permis l'ajout d'énormément de capteurs au niveau du moteur. Ces capteurs-là donnent une précision beaucoup plus élevée au niveau de l'information que l'ordinateur reçoit, puis lui, il peut les lire de plus en plus rapidement. Donc, on s'en vient qu'on s'approche effectivement de notre perfection qu'on cherche hein, depuis le début. Un bon exemple de cet ajout, OK, est le cam sensor. Avant ça, comme je n'en parlais tantôt, on pouvait injecter par paire d'injecteurs. Ça, c'est au début de l'injection multipoint. On était juste capable l'ordinateur, ça avait juste l'information par le crank sensor du top dead center des pistons. OK? Il ne pouvait pas dire, bon, ben, je suis en admission ou je suis en combustion. Donc, avec l'arrivée du cam sensor, l'ordinateur a eu cette information-là. Je vais vous amener un peu avec moi au niveau de la culasse qu'on parlait tantôt. Pour rappeler aux gens, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais m'occuper de les transférer à Jasmin. Oui, certainement. Puis si vous avez des questions pendant que je présente justement la culasse, OK, il n'y a pas de problème. Si vous voulez voir de quoi de précis, OK, si vous voulez, je voudrais voir telle partie, mais j'ai aucun problème. On peut prendre quelques minutes là, à ce Jasmin, niveau-là. tu arrêteras le partage de ton PowerPoint pour qu'on puisse bien voir Ah oui, excusez, merci. Oui, le effectivement. produit en coupe. Est-ce que vous voyez bien la culasse? Oui. Parfait. Donc, je vous amène avec moi. J'espère que je ne vous donnerai pas le tournis un peu là, au niveau. Un bon exemple là, que je voulais vous parler. Ici, c'est, regardez, on voit vraiment deux cam position sensors. OK? C'est ce qui a été ajouté là, assez récemment dans le domaine automobile. Avant ça, on utilisait juste un. Puis l'arrivée de. Okay, on s'éloigne un peu de l'injection, mais c'est quand même important de comprendre de la façon dont ça fonctionne. C'est que ici, on a les deux cam phasers. OK? Au début, on avait juste un, souvent l'intake. Maintenant, on utilise même deux. OK? C'est des poulies de cam ajustables qui sont d'ailleurs commandées par les solénoïdes ici. Il y en a un, l'autre, dans la vue en coupe, il a dû être enlevé là, pour le besoin de la cause. OK? Puis c'est une question aussi de diagnostic. Okay? L'ajout de deux cam sensors, c'est pouvoir savoir en temps réel, l'ordinateur calcule, est-ce que mon timing est toujours bon? Est-ce que l'ajustement est en fonction de ce que j'ai commandé et ce qu'on a de besoin? OK? Ici, on voit la rampe d'injection. OK? Une rampe d'injection, on parle GDI. OK? On va en revenir un peu plus tard. Il y a plusieurs sensors là, qui ici, d'ailleurs, il est supposé avoir un capteur de pression.
OK? Lorsqu'on n'a pas une vue en coupe, évidemment. Là. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à la culasse? Ça va pour l'instant. Parfait. Donc, je vous ramène avec moi. En fait, avec la formation, le PowerPoint. C'est bon. OK. Aujourd'hui, hein, le game changer, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, mais que changer, c'est l'injection directe. OK? L'injection directe a amené énormément de possibilités, OK, au niveau des constructeurs, des stratégies, OK, d'application de l'injection. Pas qu'il n'avait pas avant, mais on était limité par le moteur. Puis ce game changer-là est aussi important dans l'automobile, OK, que l'iPhone l'a été dans nos vies. OK? C'est pour ça que je vous ai mis un exemple de l'iPhone. Donc, c'est vraiment là, un step dans l'industrie automobile là, qui est atteint avec ça. Mais ce n'est pas d'hier, encore une fois. Ces technologies-là, ils ont toujours été en parallèle dans l'histoire. Okay? C'est un concept qui date de 1925, okay? Inventé par un Suédois, Jonas Hasselmann. Okay? Autrement dit, le principe, en gros, de ce moteur-là, c'est qu'il injectait directement dans le cylindre en fin de course de compression. Okay? Donc, il y avait des économies d'essence. Okay? Le moteur fonctionnait avec un mélange très pauvre. Mélange air-essence très pauvre. Okay? La première application dans l'automobile de série, ça a été cette magnifique Mercedes-là. Okay? Mercedes 300 SL 1955. À aile de mouette, là. Mercedes à aile de mouette. Cette voiture-là a été développée à partir de brevets, du moins son système d'injection a été développé à partir des brevets de Citroën. OK, une marque française, OK. Par contre, Citroën ne s'est jamais lancé dans la production en série de véhicules à cette époque-là, que c'est vraiment Mercedes qui a utilisé ça pour la première fois. Le moteur développait 240 chevaux pour un moteur 3 litres. En 1955, c'était très performant. Okay? Le rapport puissance cylindrée était très élevé pour l'époque. Juste pour donner un exemple, là, le 115 chevaux de la berline à carburateur versus ça, la différence est énorme. Qu'est-ce qui différencie un système, je vais appeler GDI pour faire plus simple, GDI des autres systèmes d'alimentation, OK? C'est que dans tous les autres cas, l'injection, l'entrée de l'essence dans le cylindre est dépendant du cycle moteur. Donc, tant que ma valve d'admission n'ouvre pas, je n'ai pas d'essence dans mon cylindre. Puis aussitôt que ma valve d'admission est fermée, je ne peux plus rien injecter ou ajouter d'essence dans le cylindre. Donc, c'est là qu'est la vraie grosse différence, OK, au niveau des systèmes d'injection directe versus tous les autres. OK? Maintenant, il est possible d'injecter plusieurs fois dans le cycle du moteur. OK? Chaque cylindre peut être injecté plusieurs fois. OK? Puis tout dépendant des conditions. Donc, un peu notre mapping qu'on parlait, tout dépendant les conditions de conduite, qu'on soit idle, soit en puissance, qu'on soit à vitesse constante sur l'autoroute, que le moteur soit froid, soit chaud, tout ça change les façons d'injecter. Donc, on peut voir là, le piston qui descend présentement. OK? On voit présentement, en fin d'admission, il est en train d'injecter, OK? De façon très rapide, on va le voir plus tard. Il réinjecte en fin de compression. OK? Donc, on a eu 2 temps d'injection, 2 fois de l'injection dans cette course de piston-là. OK? C'est pareil, un bon point au niveau de beaucoup de choses au niveau de l'injection directe versus la multipoint standard ou multipoint séquentiel, là, technologie qui était utilisée juste avant, qui est encore quand même utilisée un peu aujourd'hui. On a une pompe à essence dans la tank. Elle peut être identique, il n'y a pas de problème. Il y a des capteurs de pression sur la pompe. Puis, on a un injecteur par cylindre. C'est toutes des choses qui sont très similaires au système d'injection standard. Par contre, ce qui le diffère, OK, c'est que contrairement à l'évolution entre le carburateur et l'injection électronique,
tout ce qu'on faisait, c'est de pouvoir changer l'intake au niveau du moteur. Il y a beaucoup d'exemples, c'était à la fin des années 80, où on faisait juste remplacer le système d'injection du moteur, puis on y mettait une injection directe, pas une injection directe, une injection électronique. Au niveau du GDI, c'est carrément une refonte, de la structure du moteur qui doit être faite. Le moteur marche encore 4 temps de la même façon, mais au niveau des culasses, il y a des différences parce que l'injecteur est directement dans le cylindre, donc l'architecture est différente. L'architecture des pistons est différente. La forme est différente. Puis aussi, ce qui est le plus grosse différence, c'est au niveau du système, au niveau des pressions d'essence utilisées. Un carburateur, hein, c'est 3 à 5 livres. C'est juste la pression pour l'amener parce que, en fin de compte, on l'a vu tantôt, c'est par dépression, surtout que c'est utilisé. Le TBI, on a un injecteur à alimenter. La pression n'a pas besoin d'être très élevée. Au niveau du multipoint, là, on a fait un step. Hein, la pression s'est multipliée environ par 4 fois. La pression nécessaire. Mais GDI, là, c'est complètement différent. On a juste au idle, un moteur GDI, ça utilise 600 livres, 600 PSI de pression. Au niveau de la rampe d'injection. Et ça en va jusqu'à plus de 3000 PSI à 6000 tours minute. Évidemment, plus j'augmente la révolution moteur, plus la pression augmente parce que plus la quantité d'essence nécessaire est utilisée. Puis pourquoi une pression si élevée? C'est tout simplement pour réduire les temps d'injection, et pouvoir vaporiser plus rapidement plus efficacement l'essence dans le cylindre. Avant ça, on était, comme le carburateur, on avait quand même une bonne distance entre l'entrée d'essence dans l'intake du moteur jusqu'au cylindre. L'essence avait le temps, avec la chaleur du moteur, de se vaporiser puis d'entrer. Bon, rendu au niveau du cylindre, on veut qu'elle soit vaporisée immédiatement, qu'elle soit déjà prête à être à brûler, parce que l'essence liquide, ça ne brûle pas. Hein. C'est quand elle passe en phase gazeuse qu'on peut la brûler. Je vais faire quelques tours, un survol des composantes de ce qui différencie le GDI des autres systèmes d'injection. Ça a été quoi l'ajout au niveau des pièces sur un moteur? Il y a le principal ajout, ça a été au niveau des pompes. Les pompes haute pression directement situées sur le moteur. On a dans ce cas-là, c'est un V8. On a une de chaque côté. Un injecteur par cylindre. Tout ça ici, c'est la rampe d'injection haute pression, est en inox, en stainless steel. Question de sécurité. Question de ne pas avoir de problème de corrosion à travers les années. On s'imagine que si elle pouvait se corroder, puis avec les pressions-là, elle pourrait céder puis créer un incendie dans le moteur. Au niveau schématiquement, c'est quoi? Hein? On voit encore là, comme je vous expliquais tantôt, on a une tank à gaz avec un sending unit dedans. On a un filtre à gaz. La plupart du temps, maintenant, il est intégré même à la pompe à gaz, mais des fois, il est dans la ligne, tout dépendant des constructeurs. Mais à partir de la pompe haute pression, on tombe sur un système haute pression. C'est au niveau de toute l'architecture du système haute pression. Comme je vous ai dit, c'est en inox. Rapidement, ici, on a une pompe haute pression qui est directement affichée sur le moteur. J'ai aussi la rampe d'injection, et les pistons. Je vous ai parlé tantôt de l'architecture du piston qui a changé. Ça, c'en est un bon exemple. On voit ici qu'il y a une chambre d'injection dans le piston, un peu comme les diesels. Les diesels ont ça maintenant aussi. Par contre, le taux de compression est beaucoup moins élevé sur un moteur à essence. En fait, l'injection GDI, les taux de compression ressemblent beaucoup. On peut les augmenter un peu, mais ils ressemblent beaucoup au moteur standard. Les différences sur la culasse. Je vais vous amener avec moi, au niveau de la culasse encore que je voulais vous montrer. On va voir les différences directement sur la culasse. Est-ce que tu arrêtes le partage de ton écran, Jasmin? Oui, je m'occupe de ça.
changer la caméra. OK, on est encore ici. Donc, pour vous situer, j'ai mis la tête en position verticale, OK, pour être plus facile à manipuler. En gros, ici, on a l'injecteur, OK? Contrairement au système d'injection standard, qui est souvent par le dessus, OK, de l'entrée d'air du moteur, dans ce cas-là, elle est en dessous. OK? Elle est en dessous carrément très près du bloc moteur. OK? On a ici la buse de l'injecteur, OK, qui est directement injectée entre les deux valves d'intake, OK, très proche. Il y a différents systèmes, OK? En fait, il y en a deux. Il y a un système où ils vont appeler, qui vont l'injecter directement sur le côté du cylindre, OK? Ils vont utiliser le mouvement du piston pour créer un tourbillon, pour bien mélanger tout le mélange à air essence dans le cylindre. Puis il y a d'autres systèmes qui vont être directement à côté de la bougie. OK? Là, on ne le voit pas ici parce que ce n'est pas un système comme ça, mais il y a comme une petite notch. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, ça pourrait être une buse d'injecteur qui rentre là. OK? Puis c'est une autre approche qu'on va voir un peu plus tard. OK? Au niveau du piston, donc, ici, on voit bien le piston, encore là, sa chambre d'injection. OK? Autrement dit, c'est pour créer, quand le piston arrive en haut, un peu ce qu'on voyait sur le vidéo tantôt, c'est pour créer comme une mini-chambre de combustion à travers tout le cylindre. Donc, on est capable de mettre le feu à l'essence dans un endroit plus restreint. Donc, on est capable de contrôler mieux la chaleur qui est répartie au niveau du moteur, puis pouvoir appauvrir encore plus les mélanges, puis pour l'économie d'essence, évidemment. Jasmin, j'ai deux questions. Oui. Premièrement, on a une question de Claude qui nous demande Mhm. quelle est la pression résiduelle lorsque le moteur n'est pas en fonction? Bonne question. Il faudrait que je vous revienne là-dessus. C'est sûr que je vais parler de ça un peu plus loin. OK? Il y a toujours une pression. OK? La pression ne s'évacue pas nécessairement d'elle-même. OK? Je dirais que c'est sûr que la pression par elle-même va rester toujours à l'intérieur parce que les injecteurs n'injecteront plus si on noierait le moteur, là. OK? Donc, ça doit être aux alentours de 600 PSI, mais je pense qu'on va vous revenir là-dessus. Je peux aller chercher l'information. Il n'y a pas de problème. On va vous revenir avec ça. On a aussi Steve qui nous demande si on a des détails sur les problèmes d'usure sur l'entraînement de la pompe mécanique de haute pression. Oui, c'est un sujet que Je j'allais pense toucher qu'on un s'en peu va plus vers loin. là, hein? Oui, On c'est s'en ça. va vers là. Donc, j'y viens dans pas long. Donc, je vous ramène au PowerPoint. Hein, on parlait tantôt de l'injection, le solénoïde qu'un injecteur est un solénoïde. Évidemment, c'est la même chose dans l'injection directe. Hein. On a un injecteur qui est un enroulement, hein, tout simplement un électroaimant avec une aiguille. Par contre, comme on peut voir, la buse est beaucoup plus longue pour atteindre le cylindre, OK? Puis il est tout en inox encore là, en stainless steel. C'est surtout au niveau de ses applications, OK? De voltage. Au départ, on peut atteindre 55 volts à 15 ampères. 55 volts à 15 ampères, c'est énormément de courant. OK? On parle de pas loin de 800 watts. Hein, c'est quasiment un séchoir à cheveux d'électricité pour déclencher l'injecteur. Tout ça. C'est sûr qu'en fonction, une fois que le coût initial est donné d'électricité, on tombe à 12 volts, à 2 à 3 ampères, qu'un injecteur pour le garder ouvert. OK? Une fois que la charge électrique de l'électroaimant est donnée. Là. Tout ça pour venir que oui, c'est dangereux. OK? À l'époque, on se souviendra, on a un moteur qui boite, on veut savoir si c'est l'injecteur qui ne marche pas, puis qu'est-ce qu'on faisait? Ben, on débranchait l'injecteur. Si je n'avais pas de changement au niveau de mon problématique sur le moteur, on l'avait trouvé le problème, c'est l'injecteur. Si il se mettait à boiter plus ou il étouffait, ah non, c'était pas l'injecteur. Ben, il ne faut pas faire ça avec un GDI. Il ne faut vraiment pas faire ça, on risque de s'électrocuter. OK? C'est des courants très élevés, là.
Puis je veux dire, le voltage 55 volts, c'est pas très élevé, mais à 15 ampères, c'est ça qui blesse, c'est ça qui tue. Excusez pour les armes sensibles, OK? La haute pression, OK? On en parlait tantôt, c'est très dangereux. On ne dévisse pas une rame d'injection, on ne défait pas une tubulure de haute pression d'un GDI sans avoir dépressurisé le système. OK? Ça se fait à l'aide du scanner. Il y a une phase dans le scanner où on va demander la dépressurisation du système. Pour répondre un peu à la question du monsieur tantôt, là, oui, il y a une pression résiduelle, c'est sûr. La quantité, je ne le sais pas, mais c'est sûr qu'il y en a une. La photo, elle parle d'elle-même, OK? La personne qu'on voit là, elle s'est mis le doigt sur le bout de l'injecteur, OK? Ou elle a reçu une décharge de l'injecteur. L'injecteur est tellement haute pression puis tellement fin au niveau de son injection, donc ça perce la peau sans aiguille. C'est vraiment juste la pression qui a percé la peau et la personne là a fallu qu'elle se fasse ouvrir la main jusqu'au poignet pour pouvoir éviter l'empoisonnement, OK? Parce que c'est rentré dans son sang. Donc, encore là, on ne touche pas un injecteur au bout des doigts. Ça peut être un diesel aussi. Là. Je vous dis pour l'injection essence, c'est vaut pour le diesel aussi dans ces cas-là. Il y a deux types d'injecteurs, celui à solénoïde, qu'on parlait tantôt, mais il y a aussi la nouvelle technologie qui s'appelle la piézoélectrique. Okay? Piézoélectrique, c'est contrairement à un solénoïde, un électroaimant, c'est tout simplement une série de piles d'électrodes, okay, le courant, et des céramiques. Donc, à ce moment-là, quand le courant passe dans cette pile-là, à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça fait gonfler les céramiques, puis en gonflant ou en prenant de l'expansion, ça agit sur une aiguille, un peu comme sur un modèle acélénoïde, mais par contre, il est beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide d'action qu'un modèle, puis et silencieux aussi. Okay? Un injecteur acélénoïde, c'est assez bruyant. Au niveau du trou, okay, qui est au bout de l'injecteur, okay, on parle de l'ordre du micron. Okay, c'est vraiment petit. Un exemple, ça, si on prend pour acquis que ça, c'est un cheveu humain, okay, 3 millièmes de pouce, okay, pour titre d'exemple. Ceci est 1 millième de, 1 millième de pouce. Okay. On tombe à un 10 millième de pouce. Donc, la proportion est assez différente. Hein? Bon, on n'est pas encore rendu au micron. Le micron, OK, qui est à 39 millionièmes de pouce ou 0,001 millimètre. OK? Donc, on est plus dans cette grosseur de trou-là au niveau de l'injecteur. On parle de 10 à 20 microns, OK, au niveau du bout de l'injecteur. Donc, on peut voir que c'est très petit. Okay? On ne le voit pas à l'œil. On n'est pas capable de voir si c'est bouché ou pas bouché en allant inspecter visuellement. Il faudrait un microscope. On est vraiment pas, dans un autre tout ordre d'idée qu'un injecteur standard. Il y a deux types d'applications okay, au niveau de l'injection sur les moteurs. Il y a l'application homogénéisée. Un gros mot pour dire tout simplement que le mélange à air essence, on essaie qu'il soit plus bien mélangé, unifié quand il arrive dans le cylindre. Okay? Et ça, c'est souvent utilisé depuis tout le temps. Tu sais, ce qu'on essaie avec les systèmes carburateurs, injection mécanique, injection électronique standard, c'est d'avoir ces mélanges-là, d'être le plus proche possible du 14,7 à 1, OK, dans ces mélanges-là. Mais il y a aussi l'injection stratifiée. Okay? C'est ce que ça a apporté, l'injection GDI, injection directe, c'est ça. C'est autrement dit, c'est qu'on essaie d'injecter à plusieurs phases en même temps dans le même cycle moteur, OK, puis en fonction des demandes, comme on parlait plus tôt. Donc, ça va créer des poches d'essence précises. Ils peuvent injecter, surtout à Idle, ils vont faire ça, c'est qu'ils vont aller injecter une petite quantité d'essence qui est, on va avoir du 60 pour 1 au niveau du mélange à essence, mais il va avoir un 14,7 près de la bougie, OK? D'où l'importance qu'on a vu tantôt de la rampe de la poche d'injection au niveau du piston. Ils vont être capables d'aller injecter juste la bonne quantité d'essence pour faire un feu. Donc, on se rapproche d'un peu ce qu'un diesel fait, mais encore l'allumage se fait par bougie. OK? Ils peuvent injecter à différents temps. Ils peuvent injecter deux fois, une fois à l'admission, une fois en compression. Dans certains cas, ils vont l'injecter dans l'exhaust. On va le voir un peu plus loin. En fait, je vais toucher tout de suite à ce point-là. Les avantages du GDI. Okay?
Bon, c'est économique, OK, au niveau de l'essence, consommation plus basse, donc bon pour l'environnement, moins de CO2 produit, OK. Par démarrage à froid, OK, en injectant juste à côté de la bougie, ben, c'est sûr que mon essence est déjà très bien vaporisée avec la haute pression. Elle est déjà prête à faire feu. Je n'ai pas besoin de réchauffer mon air pour vaporiser l'essence dans le moteur. Hein. Elle est déjà vaporisée naturellement en arrivant. Au niveau du réchauffement, okay, c'est ce que je voulais vous dire juste avant, c'est-à-dire qu'au niveau du warm-up, on peut même injecter jusque dans le cycle d'exhaust du moteur. Okay? Pourquoi? Pour aller réchauffer les catalyseurs. Okay? Ils vont se réchauffer plus vite, donc vont être plus efficaces rapidement. Donc, ça, c'est aussi ce qu'a apporté l'injection directe. Bon, plus de puissance, maintien des parois plus froides, OK, au niveau. Tout ça, ben, ça apporte quoi? Moins de cliquetis, moins de pinkage, parler en termes de mécanique, OK? Donc, on a pu augmenter l'avance de l'allumage du moteur. OK? Contrôle du ralenti, hein, on a un meilleur IDA, on a plus de moteur qui fait des sursauts. Des fois, on est arrêté à la lumière puis le moteur shake, ben, ça l'aide à ça au niveau. Puis des temps d'injection plus courts. OK? L'injection directe, on est à peu près 10 fois plus rapide d'injecter. OK? Par haute pression, on est capable d'injecter la même quantité en un terme d'injection beaucoup plus rapide. Pour répondre à la question du monsieur plus tôt, au niveau des problématiques, il n'y a pas juste des avantages à cette nouvelle technologie-là. OK? Les injecteurs sont très sensibles à l'encrassement, OK? Au mauvais gaz. De l'eau dans le gaz, c'est des choses qui existent, qu'on vit avec. Donc, ces injecteurs-là, ils vont être très, très dispendieux à remplacer. OK? Puis plus souvent qu'une injection standard. OK? Donc, il y a aussi l'encrassement du moteur. On a un bel exemple. Là on ne voit pas la partie exhaust d'un moteur, OK, qui consomme de l'huile. C'est vraiment la partie intake du moteur. C'était fréquent surtout dans les premières générations d'Audi, Volkswagen. Ils ont eu beaucoup de problèmes avec ça dans les années 2006, 2007, 2008. Ce qui arrive et le problématique, c'est que l'injection ne se fait plus en amont. Hein, des valves d'intake se fait après. Donc, j'ai plus d'essence qui circule dans les valves. Donc, les nettoie pas. OK? Par contre, j'ai quand même mon système anti-pollution, OK, le PCV valve, la récupération des gaz du carter qui circulent encore dans l'intake. Donc, va gommer carrément l'intake, mais plus on s'approche du moteur, plus c'est chaud. Donc, plus ça cuit l'huile ou les vapeurs qui recirculent dans ça et ça fait créer des problèmes de même. OK? Les problèmes au niveau des pompes à injection directe. On a un bel exemple ici. Je vais vous agrandir l'image. Ça, c'est le poussoir, le lifter, là, qui est directement sur le lobe du cam, OK, qui est sur la culasse de la pompe haute pression. OK? Et ça a la tendance à user, encore là, les premières. C'est l'inventeur, hein? Ben, c'est pas l'inventeur, mais c'est les premiers véhicules à avoir utilisé l'injection directe, c'est les Volkswagen et Audi. Puis c'était pas nécessairement à point, OK? Donc, ça avait tendance à user énormément rapidement. Un moteur qui pouvait avoir 100 000 km, là, on pouvait se ramasser même au stage 4 dans certains cas, tout dépendant aussi de l'entretien des huiles utilisées. Ça aussi, ça a une grosse influence, mais ça pouvait causer beaucoup de problèmes. Si on le prend au stage 1 ou 2, bon, on remplace cette partie-là, tout simplement. On défait les deux boulons de la pompe, on faisait juste remplacer ça. Mais quand on est au stage 3 ou au stage 4, ben là, c'est des parties mécaniques du moteur qu'on doit remplacer. Hein. L'arbre à cam ou la pompe carrément aussi. Évidemment, on parlait de l'importance de l'essence. Okay? L'essence, la qualité de l'essence utilisée aujourd'hui est vraiment supérieure à ce qu'on avait à l'époque. Puis ce qui est ironique dans ça, c'est qu'en 1995, l'Agence d'environnement américaine a imposé des normes au niveau des qualités d'essence et des additifs. Le problème, c'est que ces normes-là étaient moins élevées que ce qui existait déjà au niveau des additifs des fabricants de pétrole, d'essence. Donc, ils se sont tout simplement diminué leur qualité pour se mettre tout simplement au niveau de ce que l'agence américaine demandait.
que les constructeurs automobiles se sont dit ça n'a pas de bon sens. On fabrique des moteurs, on a des problématiques avec les moteurs. Nos moteurs sont moins performants parce que l'essence est moins performante. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont eux-mêmes créé une norme qui s'appelle le Top Tier Detergent Gasoline. En français, on va le voir sur les pompes à essence. Ça va être marqué essence de catégorie supérieure. Okay? Donc, à partir du début des années 2000, là, ça a été utilisé au niveau des compagnies d'essence. Ils se sont tous entendus ensemble pour créer des additifs au niveau de l'essence de meilleure qualité. Donc, normalement, l'essence, on n'a pas besoin de mettre nécessairement de nettoyer injecteur à tous les fois. L'essence est supposée de faire sa job. Puis ce qui a permis aussi l'arrivée du GDI, c'est le moins de soufre dans l'essence. En Europe, il y avait beaucoup de soufre dans l'essence, donc ça ne permettait pas d'avoir une injection efficace à cause justement de ça gommait, ça créait de l'encrassement au niveau de l'injecteur. Il y a la turbocompression aussi qui est apparue dernièrement. Donc, le mélange turbocompression et GDI. Ça a permis le downsizing des moteurs au niveau des moteurs. Excusez-moi, je cherchais mon mot, des moteurs plus petits au niveau de l'application. Donc, les efforts d'EcoBoost, il y a énormément de modèles de Ford EcoBoost. Sur l'image qu'on voit présentement, c'est un 1.6 d'Escape, moteur à injection directe, incluant la turbocompression. Puis l'avantage de la turbocompression du GDI, c'est que le GDI, on l'a vu, il marche parfois par mélange très pauvre. Ça cause des NOx, qui est un polluant, l'oxyde d'azote. Mais on est capable d'utiliser des systèmes d'antipollution standards avec les turbocompressions parce que la pression qui est déjà, le flot d'air il rentre dans le cylindre par lui-même. Il n'y a pas d'aspiration. Donc, il permet aussi à l'exhaust, quand il y a un chevauchement des valves d'intake et d'exhaust, de pousser l'air frais directement dans l'exhaust. Donc, ça l'aide avec l'utilisation d'un catalyseur classique à 3 voies. Là. On n'a pas besoin d'un catalyseur spécifique à l'injection directe, ce qui peut arriver sur certains véhicules. Il y a aussi le meilleur des deux mondes. Subaru Toyota utilise un système qui s'appelle le D4S, qui est un système d'injection direct et indirect. Donc, on a les deux technologies sur le même véhicule. En l'occurrence, là, on voit un Subaru BRZ, l'équivalent chez Toyota du F86 ou du Scion FRS. En gros, le système fonctionne comment? C'est avec 2 injecteurs. Il y a vraiment 2 systèmes d'injection sur le moteur. Il y a un système haute pression, injection directe, puis il y a un système classique, on va dire basse pression, plus basse pression, avec un injecteur multipoint standard. Ça permet une combustion plus stable, ça permet, ils vont utiliser le système de pair ensemble. Ils peuvent les utiliser les deux en même temps. Ils peuvent les utiliser chacun leur tour en fonction de la phase d'utilisation, que ce soit au idle, en charge, en réchauffement, tout ça. Et le gros avantage, c'est qu'on a encore le système d'injection classique qui nettoie les valves d'intake. Ce qu'il n'y a pas sur l'injection directe. Donc, ça permet d'éviter le gommage des valves. Ici, on a un bel exemple de la photo du bas, qui est un Toyota Camry, un 2.5 de Toyota Camry 2018, qui utilise cette technologie-là aussi. Un autre véhicule qui utilise cette technologie-là, il y a les Golf GTI. Il n'y a pas juste Toyota qui utilise ça. Il y a certains Volkswagen qui ont ces systèmes-là aussi. Et un Toyota Tacoma. Le 3.5 du Tacoma des années 2000, les récents, le modèle actuel, c'est-à-dire à partir de 2017, utilise cette technologie-là aussi. Mais utilise aussi le cycle Atkinson. C'est quoi ça, le cycle Atkinson? On revient un peu encore en arrière, encore dans les années 1800. En 1867, M. Otto a créé le moteur à 4 temps qu'on connaît aujourd'hui, Niklas Otto. Admission, compression, combustion, échappement. Mais il existe une variante qui s'appelle le cycle Atkinson.
OK? En gros, là, faire une histoire courte avec le cycle Atkinson, c'est que lors de la cause de compression du moteur, le moteur est calibré ou fonctionne de façon à ce que la valve d'intake reste ouverte un peu. OK? Pour laisser échapper la compression sur à peu près 25 %. Donc, la course de compression est plus courte que la course de détente ou de combustion. OK? Donc, ça me fait une meilleure combustion. Le piston va brûler son gaz sur une plus longue partie de la descente que ce qu'il l'a compressé. On pourrait dire que ça baisse les taux de compression. Non, le moteur est calibré en fonction d'utiliser les mêmes taux de compression, c'est-à-dire que la chambre de combustion est plus petite pour avoir les mêmes taux de compression. Ses avantages, c'est le moteur il consomme beaucoup moins d'essence. La combustion est plus efficace, donc on brûle le mélange mieux. Okay? Par contre, ça n'a pas de torque, en parler français, ça n'a pas de puissance à bas régime, ces moteurs-là. Okay? C'est pour ça que, oui, le Tacoma, d'ailleurs, qu'on voyait, utilise ce système-là, mais utilise les deux systèmes. Okay? Il va utiliser un système des cams variables pour passer d'un système à l'autre. Okay? Mais la principale utilisation est au niveau des véhicules hybrides de nos jours. Okay? Ça fait on l'a vu, ça fait énormément longtemps ce système-là. Par contre, de nos jours, c'est la façon d'utiliser, c'est parce que le moteur hybride, le moteur électrique dans l'hybride, permet de compenser les défauts du moteur. Demain, hein, c'est pas si loin demain, il y a beaucoup de technologies qui s'en viennent. Okay? Un de ceux-là, c'est les moteurs à haut taux de compression. Okay? Le HCCI, le Homogeneous Charge Compression Ignition. En gros, c'est quoi? C'est un moteur diesel mais à gaz. Okay? Certains développeurs, comme GM, sont en train de développer ces moteurs-là. Okay? Pourquoi? Parce qu'ils semblent consommer beaucoup moins d'essence. Un diesel, hein, ça consomme beaucoup moins qu'un moteur à essence. Ben, c'est un peu ce qu'ils veulent essayer de produire. Le défaut, pour l'instant, ce n'est pas encore parfait, et puis c'est pas encore en production parce qu'il est sensible aux conditions de conduite. C'est-à-dire que dans certaines conditions, ça fonctionne très bien, mais dans d'autres, en pleine charge, quoi que ce soit, là, ça devient moins efficace. En parallèle à ça, ben, il y a Mazda qui développe un moteur, le Sky Active, qu'on connaît déjà, le Sky Active S. Ben là, on a le Sky Active X, qui est le SPCCI, le Spark Controlled Combustion Ignition, qui est un moteur à très haut taux de compression aussi, mais qui utilise quand même une bougie. Okay? Le but de ça, c'est de pouvoir contrôler l'allumage précis. On n'est pas juste sur un moteur diesel, on ne peut pas contrôler quand est-ce que ça allume à part avec l'injection. Mais avec ce moteur-là, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils peuvent contrôler exactement le feu quand est-ce qu'il va se faire dans un moteur à haut taux de compression. Okay? Puis il y a même un senseur qui est de pression qui va lire la pression interne de la chambre de combustion sur ces moteurs-là. Okay? C'est mis en production, je crois, en Europe l'utilisent, ils ont commencé à l'utiliser. Okay? Ils sont très intéressés par ce type de technologie-là. Une autre technologie qui fait jour au niveau de l'injection, c'est l'injection à l'eau. Ah oui, on injecte de l'eau direct dans le moteur. C'est utilisé en course automobile depuis plusieurs années, depuis très longtemps même. C'est un truc, tout simplement, c'est que le but, c'est de refroidir l'air qui est dans le moteur qu'elle la rentre dans le cylindre. Okay? Il y a des systèmes d'intercooleur qui servent à diminuer, mais ce n'est pas aussi efficace. On peut utiliser des essences à très haut taux d'octane, pour aider à le même effet. Par contre, c'est des essences très dispendieuses qu'on ne peut pas utiliser dans la vie de tous les jours. Excuse-moi, Jasmin. Oui. Jasmin, il y a quelqu'un, je pense, qui a volé ton contrôle de partage d'écran. Tu peux-tu repartager ton Ah, PowerPoint? ben oui, c'est certainement. Et voilà. Est-ce que tu voyais bien? Oui, c'est bon. OK, parfait. Donc, c'est ça. Je disais donc l'injection à l'eau, c'est le but d'être utilisé dans un véhicule de tous les jours. Un des premiers véhicules qui utilisaient ça, c'est la BMW M4 GTS 2016. Premier véhicule de série. Le but de ça, c'est que, comme je le disais tantôt, c'est de refroidir l'air. Mais en refroidissant l'air, ben, ça augmente le souffle du turbo. Hein. Mon air est plus dense. Donc,
j'améliore la puissance du turbo jusqu'à 3 PSI, juste parce que j'ai injecté de l'eau dans l'intake. Ça diminue la température au niveau des parois des cylindres, donc ça augmente la performance du moteur parce que je peux donner plus d'avance au niveau de l'allumage du moteur. OK, tout ça. Depuis 2019, il y a plusieurs autres véhicules BMW qui sont équipés de cette technologie-là. Personnellement, j'ai un doute là, au Québec, quand il fait moins 30 degrés, je vois mal comment cette technologie-là peut être utilisée dans nos conditions, là. Il y a peut-être des systèmes de réchaud ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça fonctionne, ça existe, mais j'ai quand même un doute que ça va être utilisé par ici. Conclusion. Depuis un siècle, l'automobile n'a cessé d'évoluer. Les changements sont souvent causés par des modes, des questions économiques, des questions de performance, même par les guerres, on l'a vu. Mais depuis les dernières décennies, hein, c'est les causes environnementales qui ont provoqué beaucoup de changements au niveau surtout des systèmes d'émission d'essence dans le moteur. 14,7 à 1. Hein. On va sûrement voir ça, un moteur qui fonctionne toujours, selon ses phases, qui fonctionne toujours. Peut-être qu'on va voir ça, mais pour l'instant, il faut laisser l'évolution des choses. Puis peut-être qu'on ne verra pas ça parce que justement, le moteur à combustion interne va être une relique du passé. Il y a beaucoup de monde qui vont dire hey, non, il ne faut pas que ça change, j'aime ça. Il y a d'autres monde qui vont dire non, vite, on passe à autre chose, à la technologie. Mais d'après moi, on est encore au moins quelques décennies à utiliser encore ce type de moteur-là. Je voudrais vous remercier d'avoir été là. C'est apprécié pouvoir faire cette formation-là pour vous.